Bonjour et bienvenue pour notre émission mensuelle La Bourse selon Euronext. Tous les mois avec les experts d'Euronext, vous allez rentrer avec nous dans les coulisses des marchés financiers et comprendre de l'intérieur comment fonctionnent les rouages de la bourse. Et pour ce numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Boujna, président du directoire et directeur général d'Euronext. Bonjour. Bonjour. Et en fait, on se retrouve ensemble pour fêter un anniversaire, celui des 10 ans de cotation d'Euronext. Au moment de souffler les bougies, si vous deviez retracer brièvement le parcours effectué depuis 2014 à quelqu'un qui ne serait pas familier d'Euronext, quelle synthèse express vous pourriez lui faire ? En 2014, Euronext était une toute petite société qui était issue de l'acquisition du groupe New York Stock Exchange Euronext par le groupe ICE, qui avait décidé de séparer les deux activités et de vendre les activités européennes dans une introduction en bourse faite très rapidement. Et Euronext en 2014 était une société petite, fragile, assez vulnérable, entourée par un contexte assez hostile, notamment le projet de fusion entre Deutsche Börse et London Stock Exchange Group. La concurrence était forte. La concurrence est très forte et puis surtout il y avait des faiblesses très systémiques comme l'absence d'activité de compensation intégrée et une concentration très forte sur les marchés de négociation de titres, sur les marchés historiques de la bourse. Donc le travail a consisté à rendre plus puissant et plus soutenable cette petite activité, la faire croître et surtout la diversifier. Et c'est ce que nous avons réalisé depuis 10 ans, un travail dans deux directions, le renforcement de la performance opérationnelle et de la performance technologique du groupe, et en même temps la diversification de ses activités. Alors justement, vous le disiez, petite bourse en 2014, comment tout cela, cette construction à la fois des activités, s'est traduite dans les chiffres justement ? Il y a quelques chiffres qui sont assez parlants. Le chiffre d'affaires d'Euronext au moment de l'introduction en bourse était de l'ordre de 450 millions d'euros. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 1,5 milliard. La capitalisation boursière était de l'ordre d'1,4 milliard. Aujourd'hui, elle est proche de 10 milliards. La marge d'EBITDA, la marge opérationnelle, l'année précédant l'introduction en bourse était de 27%. L'introduction en bourse était de l'ordre de 40%. Au dernier trimestre, elle était supérieure à 60%. D'accord. Donc le groupe est financièrement beaucoup plus performant et surtout il est devenu beaucoup plus pertinent technologiquement puisqu'il s'est beaucoup diversifié. Il s'est d'abord diversifié en classe d'actifs, puisque quand nous avons été mis en bourse, nous faisions de la négociation, du trading d'actions et de produits de blé dérivés, le marché dérivatif. Désormais, nous avons une activité beaucoup plus diversifiée en matière de négociation, puisque nous faisons du trading d'actions, bien sûr de commodities, c'est-à-dire de blé, mais aussi de produits électriques, mais aussi de devises, mais aussi de produits de taux, et notamment sur les taux fixes liés aux obligations souveraines. Donc les métiers de la négociation se sont beaucoup diversifiés, et puis d'autres métiers sont intervenus qui font qu'aujourd'hui, l'activité historique de négociation de titres, qui représentait presque 60% des revenus quand je suis arrivé en 2015, représente aujourd'hui à peine 20%. 18% même, 18% du chiffre d'affaires est représenté par les métiers historiques de la négociation de titres. Bon, voilà, de la diversification, de la croissance rentable. Comment aujourd'hui se situe Euronext au niveau européen et au niveau mondial? Et puis, allez, petite question cocardière, comment se situe Euronext Paris au sein de l'ensemble Euronext? Alors, ça dépend les métriques qu'on regarde. Si on regarde la capitalisation boursière, Euronext était tout petit en 2014, même minuscule, et est devenu simplement petit aujourd'hui. Nous avons une capitalisation boursière de 10 milliards d'euros, ce qui est un saut significatif par rapport à 1,4 milliard il y a 8-9 ans, 10 ans, mais qui reste une petite capitalisation boursière. Deutsche Börse veut 3 fois plus qu'Euronext, London Stock Exchange 4 fois plus qu'Euronext, et les acteurs américains 5-6 fois plus. Donc Euronext reste une société qui reste continentale et de taille modeste. Néanmoins, en termes de performance opérationnelle, en termes de rentabilité, en termes de distribution de valeur aux actionnaires, c'est clairement un des meilleurs performeurs, comme l'indique d'ailleurs l'évolution du cours de bourse depuis le début de l'année. Non, ce qui est plus intéressant, c'est comment le business s'est beaucoup intégré. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous sommes en capacité d'offrir à nos clients des services de cotation, de négociation, de compensation,
de règlement livraison et de conservation de titres. C'est-à-dire que nous sommes présents sur toute la chaîne de valeur sur la partie action. Et c'est vrai que là, sur ce segment action, nous sommes pour le coup radicalement dominants. Le mot est peut-être inapproprié, mais en tout cas, nous sommes extrêmement forts. Tout simplement parce que 25% des actions qui sont négociées en Europe le sont sur des plateformes Euronext. Le pool de liquidité unique, la plateforme de technologie unique, le carnet d'ordre unique, permet chaque jour de négocier environ 10, 11, parfois 12 milliards d'euros de valeur. C'est plus du double des volumes négociés à Londres sur les marchés actions. Ah, oui. La capitalisation boursière agrégée, ouais. La capitalisation boursière agrégée des sociétés cotées sur les marchés Euronext, c'est 6 500 à 7 000 milliards d'euros. C'est là aussi plus du double de la capitalisation boursière agrégée des sociétés cotées à Londres. Donc le marché Euronext en Europe aujourd'hui est 2 fois plus gros que le marché actions à Londres. C'est une réalité qui dure depuis que nous avons intégré Borsa Italiana. Et qui n'est pas forcément connue. Hein. Qui n'est pas forcément connue, mais qui est extrêmement réelle, extrêmement puissante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons beaucoup d'introductions en bourse de sociétés internationales qui se passent sur Euronext. C'est-à-dire des sociétés qui, il y a 10 ans, auraient allées se coter sur Londres et qui sont venues sur Euronext. Je pense à Universal Music Group, qui est venu sur Euronext. Je pense à Ferrovial, une société espagnole. Je pense à InPost, une société polonaise. Toutes ces grosses sociétés européennes ou extra-européennes qui auraient pu chercher une cotation mondiale à Londres, viennent désormais la chercher à Euronext. Il y a aussi une attractivité de nos voisins. L'année dernière, il y a eu plus d'introductions en bourse de sociétés espagnoles sur Euronext que d'introductions en bourse de sociétés espagnoles à Madrid. Et donc, lorsqu'on parle des marchés actions, c'est ici que ça se passe. Bon. Et ça, c'est extrêmement encourageant. Il y a de l'attractivité. Et sur la place d'Euronext Paris, dans cet ensemble, dans l'ensemble Euronext? Aujourd'hui, Euronext représente, en termes de chiffre d'affaires, à peu près 27-28% de l'ensemble du groupe. Et l'Italie, 34%. D'accord. Non pas parce que la bourse de Milan est plus grosse. La bourse de Milan représente à peu près la moitié de la taille de la bourse de Paris, peut-être un peu plus. Mais ce que nous avons en Italie, que nous n'avons pas en France, c'est que la Borsa Italiana Group a gardé une activité, bien sûr, de cotation et de négociation, comme en France, mais a gardé aussi une activité de compensation, le clearing, avec CC&G, alors qu'en France, Euronext avait vendu le clearing à LCH Limited au début des années 2000. Borsa Italiana a gardé une activité de règlement livraison, conservation de titres, avec Montitoli, qui s'appelle aujourd'hui Euronext Securities Milan, alors que la place de Paris avait vendu la Sicovam. Oui. Enfin, donc on ne compare pas tout à fait les mêmes choses. Donc le périmètre de la bourse, le périmètre d'Euronext Paris est beaucoup plus étroit et beaucoup plus circonscrit à la cotation et à la négociation de titres, alors que le périmètre d'activité que nous avons en Italie est beaucoup plus vaste, sans compter le fait qu'on a placé à Ponte San Pietro le data center du groupe, qui autrefois était dans la banlieue de Londres et que nous avons décidé de rapatrier dans l'Union européenne à l'occasion du Brexit. Bon, dans la bourse selon Euronext, on s'adresse aux particuliers. Justement, si vous ne deviez retenir pour eux, allez, on va dire quelles seraient les évolutions les plus impactantes qu'a amené Euronext pour l'investisseur individuel selon vous? Au cours des 2 dernières années, il y a 2 choses qu'on peut citer. D'abord, c'est le programme Best of Book qui a permis à des brokers particuliers comme Boursorama d'avoir accès à toutes les fonctionnalités qu'on offre aux brokers professionnels pour permettre l'accès à des prix les plus étroits, les plus proches des prix des brokers institutionnels. Et ça, c'est une nouveauté qui permet aux particuliers d'accéder à des marchés beaucoup plus profonds et surtout avec des prix beaucoup plus fairs et beaucoup plus étroits. La deuxième chose, c'est Global Equity Market. C'est une plateforme que nous avons ouverte très largement aux particuliers, qui permet d'accéder de manière très peu coûteuse à des titres qui ne sont pas cotés sur Euronext, d'autres titres européens et surtout des titres américains. Et là aussi, c'est une manière très simple pour des particuliers européens d'avoir accès à des conditions peu coûteuses à des titres qui, sans cela, obligeraient à passer par des brokers multiples. Bon ben voilà, hein, deux initiatives, en tout cas deux choses pour l'investisseur individuel. Et vous, Stéphane Boujnah, à titre personnel, quand vous regardez le chemin accompli, quelle est votre plus grande satisfaction? Je dirais c'est d'avoir réussi
l'intégration des bourses dans des pays qui n'étaient pas portés naturellement à accueillir le projet Euronext. Je pense à deux cas, l'acquisition de la bourse de Norvège à Oslo Børs, qui s'est faite dans des conditions difficiles parce que nous avons mené une bataille compliquée contre le Nasdaq et qu'il a fallu... le Nasdaq avait décidé de faire dérailler notre projet d'acquisition avec des moyens colossaux que sont capables de déployer une plateforme de Times Square. Il a fallu tenir. Nous avons réussi, et j'ai fait une centaine de rendez-vous en 6 mois de one-to-one à travers la Norvège pour convaincre tout l'establishment norvégien que d'abord on avait déjà acheté les titres, et donc c'était difficile de nous priver de cette acquisition des titres, mais ensuite qu'on était un projet tout à fait... Le projet était solide, hein, ouais. Et l'autre chose, on a eu le même exercice dans des conditions évidemment, des circonstances un peu différentes en Italie, où il a fallu convaincre que pendant 2 ans, l'establishment italien, que nous étions la bonne solution pour l'avenir de Borsa Italiana, avant même que LSE décide de lancer une auction. Donc je dirais que ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir tricoté méticuleusement le soutien d'une communauté d'affaires et d'une communauté politique et administrative en Norvège et en Italie. Puis l'autre chose dont on parle de moins en moins parce que c'est désormais ancien, je suis fier d'avoir contribué à faire dérailler la fusion entre Deutsche Börse et LSE, qui était une vraie menace existentielle pour Euronext, qui nous a pris beaucoup de temps. C'était le projet Kirikou, parce que Kirikou est petit, mais c'est mon ami. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant, qui était le projet que nous avons déployé en 2016 et qui nous a permis d'avoir le droit d'exister. Oui. Donc c'est 3 moments très, très forts. Il y en a eu bien sûr bien d'autres. Il y a eu des choix qui sont plus austères. Le choix de lancer la plateforme optique, le choix d'internaliser la compensation et de passer d'un fournisseur remarquable comme LCH SA, filiale du groupe LSE, qui vraiment a été un partenaire exceptionnel dans nos activités de compensation et qui nous conduit maintenant désormais à faire nos activités de compensation chez Euronext Clearing, qui est essentiellement entre Rome et Paris. Bon, voilà, une construction tricotée avec amour, mais un anniversaire, c'est aussi l'occasion de se projeter dans l'avenir. Déjà, peut-être sur une vision globale, c'est très intéressant de vous avoir sur le plateau aujourd'hui, comment vous imaginez que le marché va évoluer dans les années à venir ? Alors, il y a 2 choses. Il y a le projet Euronext qui, lui, va continuer à grossir, mais va être très diversifié. Oui. Donc, le sujet de diversification est très important. Mais le marché, il va évoluer tel que les régulateurs ont souhaité qu'il évolue. Donc, il sera probablement plus fragmenté qu'il ne l'a été dans le passé. Les régulateurs semblent avoir choisi... C'est un peu contre-intuitif, ça, Stéphane ? C'est contre-intuitif, et c'est, à mon avis, pas la bonne direction, mais c'est ainsi. Vous savez, un marché très, très efficace, c'est un marché très concentré, dans lequel la liquidité est très concentrée. C'est comme ça que les prix sont les meilleurs. Mais en termes de fees, un marché concentré pose des problèmes aux régulateurs. Donc les régulateurs souhaitent créer de la concurrence. Si vous faites de la concurrence, vous créez de la fragmentation. Si vous faites de la fragmentation, vous n'avez pas de concentration des poules de liquidités. Donc il y a toujours un arbitrage compliqué. La quadrature du cercle, hein, oui, il y a toujours un arbitrage à faire. Là, on se retrouve à une situation où, sur les marchés actions en tout cas, je pense que la fragmentation pose problème, tout simplement parce que aux États-Unis, vous pouvez avoir une fragmentation de la liquidité parce qu'il y a tellement de liquidité que même un marché fragmenté est liquide. Oui. En Europe, vous fragmentez la liquidité, un marché peu fragmenté et peu liquide. Et donc, ça peut poser un problème à un certain nombre d'émetteurs. Donc, je pense qu'on va vers des marchés probablement encore assez fragmentés. Je pense qu'on va vers des marchés où la latence va rester très importante. Je pense qu'on va vers des marchés où le retail, donc les particuliers, vont devenir beaucoup plus présents. Je crois que l'écart qui existe aujourd'hui dans la participation retail entre les États-Unis et l'Europe, en gros 3% en moyenne de participation des investisseurs particuliers dans les marchés actions en Europe contre 30% aux États-Unis. Fois 10. Hein. Fois 10. Ce qui s'explique largement par le fait que aux États-Unis, si vous voulez avoir une retraite quand vous êtes vieux... Une retraite par capitalisation, il faut acheter les actions quand vous êtes jeune. Alors qu'en Europe, dans la plupart des pays européens, si vous voulez avoir une retraite quand vous êtes vieux, il suffit d'espérer qu'autour de vous, les gens continueront à payer des impôts et des charges sociales. Le système par répartition tienne bien. Voilà. Et ce système-là est en train d'être complété, je pourrais être politiquement correct, par de l'investissement en actions un peu partout en Europe. Et donc je pense qu'on va avoir de plus en plus de particuliers à travers des brokers spécialisés comme Boursorama qui vont décider d'investir une partie de leur épargne dans des actions,
peut-être sans doute une épargne moins liquide, mais plus longue et plus rentable dans la durée, qui leur permettra de financer leur retraite. Bon, et pour Euronext, parce que je sais que le groupe va dévoiler un plan stratégique en novembre. Bon, je sais que ça va être difficile d'en avoir en avant-goût, mais peut-être quelles sont vos ambitions dans ce contexte? Continuer à grossir, vous disiez, hein, Euronext reste une petite société. Si oui, dans quelle direction? Développer une gamme de services encore plus large, encore plus diversifiée, un peu des deux? Et les deux objectifs au niveau du groupe pour Euronext, c'est plus de croissance et plus de diversification. Ouais. Plus de croissance et plus de diversification, ce sont des objectifs qui ont été atteints au cours des 10 dernières années, beaucoup par des acquisitions. Nous avons diversifié le groupe dans le post-trade avec les acquisitions des CSD en Norvège ou au Danemark ou encore en Italie. Nous avons diversifié le groupe en achetant des activités de compensation en Italie. Nous avons diversifié le groupe en achetant une plateforme de trading d'électricité en Norvège, Nord Pool, ou de trading de devises à New York, Londres et Singapour. C'est vraiment être présent sur toute la chaîne de valeur. Hein. Ouais. Donc beaucoup de la diversification s'est faite jusqu'à présent par des acquisitions. Nous devons, et c'est ce que nous proposerons en novembre, proposer une stratégie de croissance et de diversification stand-alone, organique, par l'innovation, qui complétera les opportunités de M&A qui pourront survenir pendant le plan, mais nous voulons proposer un plan qui est indépendant de la capture opportuniste des opportunités d'acquisition. Et c'est sûr que ce prochain plan sera beaucoup plus ambitieux en termes de croissance organique qu'il ne l'a été dans le passé, et sera beaucoup plus ambitieux en termes de diversification organique qu'il ne l'a été dans le passé. Bon. Et donc c'est ce à quoi nous travaillons avec les équipes, et c'est ce que nous présenterons le 9 novembre. Bon, rendez-vous donc le 9 novembre. Une question pour finir, vous l'avez dit, vous avez parlé d'innovation, parce que on parle là d'une activité finalement très technologique. Est-ce que vous pensez que l'innovation, allez, question un peu tarte à la crème, que l'intelligence artificielle peut révolutionner notamment votre métier, ou à défaut le faire évoluer? Qu'est-ce qui est susceptible de, là aussi, changer du point de vue de l'investisseur individuel dans les années à venir? Je crois que tout ce qui concerne le parcours de l'investisseur va être profondément modifié par l'intelligence artificielle. Vous savez, on vit dans un monde de ce qu'on appelle la gestion passive ou algorithmique. L'intelligence artificielle, ça n'est qu'une nouvelle étape de la gestion algorithmique. Oui. En revanche, pour ce qui est le cœur de notre métier historique, c'est-à-dire la production du prix issu du trading, ça va être un peu plus compliqué parce que nous produisons une information primaire qui n'existe pas. Par définition, l'intelligence artificielle est très puissante pour traiter de l'information dérivée. Ça existe déjà, exactement. Mais le prix qui, au moment où nous parlons, est produit par la confrontation de l'offre à la demande, nous ne pouvons pas l'imaginer, vous et moi. Et donc, nous mettons un nombre en rouge ou en vert sur un écran, à côté du nom d'une société, et le reste du monde appelle ça le prix. Parce que nous fabriquons la molécule de base du capitalisme, ou l'atome fondamental de l'économie de marché. Et donc ça ne pourra pas être approché par l'intelligence artificielle. Donc il y a vraiment deux mondes très différents. Le matching de l'offre et de la demande pour un titre particulier, qui pourra être alimenté en termes de décision d'investissement par des algorithmes, mais la production, la fabrication du prix au cœur ne pourra pas être... Donc il y a, si vous voulez, vraiment trois niveaux. L'intelligence artificielle comme outil pour potentialiser les capacités des investisseurs à être à peu près justes, à approximer la dynamique de marché, à faire des anticipations un peu plus robustes que dans le passé. Ça va probablement changer la vie des gens qui font de la recherche, qui font de l'investissement, chez les asset managers en particulier. Il y a deuxième niveau, ce qui nous concerne, nous, les infrastructures de marché, où là les choses, je pense, bougeront sur le cœur du cœur assez peu, en tout cas dans l'immédiat. Et puis il y a la vie corporate normale, car Euronext est aussi une entreprise, et nous allons faire nous-mêmes des gains de productivité considérables dans notre base de coûts, dans les relations avec nos clients, à travers l'activation de tous ces outils d'intelligence artificielle, bien sûr. Et bien voilà, de la croissance et de l'ambition, toujours plus dans l'innovation, dans la diversification. Merci beaucoup Stéphane Boujnah pour ces explications passionnantes. Merci à vous. La bourse selon Euronext, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro.